Vu l'accueil que vous avez réservé au premier épisode des 4 tours de magie qui ont mal tourné, je ne vois pas ce que je pouvais faire de mieux là tout de suite que de vous proposer une vidéo sur le même sujet. 4 histoires différentes des premières, toujours pas connues des magiciens, et une qui est un petit peu plus connue, mais où il y a régulièrement des erreurs qui sont faites sur le vrai déroulé, et je voulais remettre ça au clair. C'est parti pour 4 tours de magie qui ont très mal tourné. Donc là, on est dans la première moitié des années 1900 pour cette histoire. Et Vivian Hensley vit en Australie, à Brisbane, et il est donc plutôt aisé en fait, mais à côté de ça, il entretient une passion pour la magie en amateur. C'est important, parce que quand on n'est pas professionnel, il y a des choses qu'on n'essaye pas de faire en magie. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Donc bon, bref, il fait des prestations par-ci par-là, ça lui met du caviar dans les épinards, il est content, tout le monde est content, c'est son plus grand droit. Tant mieux pour lui. Et le soir du 6 juillet 1938, il est sur scène, il fait une prestation et il fait un tour qui s'appelle en anglais Swallowing the Rusty Razor Blade. Excusez-moi pour mon accent, mais en français ça donne avale la lame de rasoir rouillée. C'est bon? Bon, il faut que je vous en parle un petit peu de ce tour. Parce que c'est un grand classique, donc en dehors du fait que évidemment ce soit dangereux, dans l'idée c'est le magicien avale une ou plusieurs lames de rasoir. Vous savez, de ces anciens rasoirs, comme ça, les lames qui sont rectangulaires, donc on avale ça. Et un des finales qui est connu de ce tour-là, c'est une fois qu'on a avalé les différentes lames de rasoir, on prend un fil, on le met dans la bouche, et quand on retire le fil, toutes les lames de rasoir sont enclavées les unes derrière les autres, sur ce fil comme ça, tac, et puis on sort le fil, tac, et tac, toutes les 4-5 lames de rasoir. Donc lui, il le faisait déjà avec une, c'est déjà, calmons-nous, c'est déjà suffisant avec une seule lame de rasoir, il n'y a pas besoin de faire plus en fait. Alors, dans l'idée, moi je sais pas comment on faisait ce tour en 1938, d'accord? Peut-être que c'était une méthode différente, parce que bon, on n'était pas non plus au Moyen-Âge, mais on n'était pas en 2021 non plus quoi. Donc lui, comment marchait son tour? Lui, il faisait semblant de mettre la lame dans la bouche. En fait, il la faisait glisser dans sa manche, d'accord? Mais je pense qu'avec un effet de perspective, je vais prendre la clé qui est là, je pense qu'avec un effet de perspective, en fait, quand il était comme ça, et qu'il tenait la lame, au moment où il l'a lâchée, il devait avoir la bouche ouverte, et ça devait simplement glisser jusque dans sa manche, mais je pense qu'avec un effet de perspective, je suppose qu'avec un effet de perspective, tac, bam, et il faisait semblant de l'attraper, semblant de l'avaler, enfin bon, voilà. Seulement, il fait sa performance ce soir-là, du 6 juillet 1938, et il se rate, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il se foire totalement, à la place de voir la lame tomber dans la manche, il la fait vraiment tomber dans sa bouche. Et comme, c'est pour ça que je suppose ça, c'est parce que en fait, elle est tombée directement tout droit dans la gorge. D'accord? C'est-à-dire qu'il était probablement dans cette position-là. Donc c'est-à-dire que c'est tombé tac tac et c'est tombé tout droit dans sa gorge, tout au fond. Alors évidemment, sa femme a essayé de lui faire avaler des boules de coton et des choses comme ça pour préserver les organes internes en même temps qu'elle l'emmenait à l'hôpital. Et là-bas, malgré la radiographie et les 2 opérations qu'ils ont fait sur lui, les médecins n'ont pas été capables de retrouver la lame de rasoir, ce qui fait que lui est mort à l'hôpital 4 jours plus tard. C'est énorme 4 jours, ça devait être 4 jours de souffrance atroce quoi. Mais bon, dans l'idée, si vous n'êtes pas pro, vous faites pas des tours comme ça les amis, c'est pas bien. Histoire numéro 2. Alors Black Hernan, son vrai nom c'est Benjamin Rucker, d'accord? C'est le magicien afro-américain le plus important de sa génération, c'est-à-dire de fin 19e, début 20e. Son passé c'est un peu particulier, mais si on fait très court, il apprend la magie avec un mec qui s'appelle Prince Herman, qui va en fait après devenir son collaborateur, son partenaire de scène. Pendant des années, ils ont fait des shows, évidemment de prestidigitation, mais surtout axés sur la médecine, d'accord? Alors ne me demandez pas comment ils faisaient ça, j'en ai aucune idée, j'y étais pas, mais c'était axé sur la médecine, sur le côté médicinal. Alors une fois que Prince Herman est mort, en hommage, Benjamin Rucker va prendre le pseudonyme de Black Herman, et il va continuer à faire des shows, mais en délaissant le côté médecine, il va simplement faire de la prestidigitation, et il va quand même devenir un mec hyper important. Alors bon, maintenant que ça c'est dit, il faisait plein de choses, il faisait des lévitations, des productions, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais il y a surtout un tour qui l'a rendu complètement célèbre aux yeux de tout le monde, ça s'appelait Enterré vivant. Vous vous rappelez quand je vous parlais dans le premier épisode des 4 tours de magie qui ont mal tourné, le lien est soit là, soit là. Et il y avait Zygmunt Neuberger qui avait un tour, je disais qu'il était long parce qu'il faisait 25 minutes. Le sien durait 3 jours. Donc le tour commençait, il se faisait enterrer, donc il était inhumé dans son cimetière privé, et 3 jours plus tard, il était exhumé, donc on le sortait de terre, et puis il marchait, il continuait son spectacle. Ça, c'était l'idée. Mais le 15 avril 1934, quand Black Herman était âgé de 44 ans et qu'il donnait un spectacle dans le Kentucky, il fait un arrêt cardiaque sur scène. Mais en fait, son tour enterré vivant
avait tellement marqué les esprits qu'il y a quasiment tout le monde qui a pensé qu'il n'était pas vraiment mort. Non, il n'est pas mort, j'y crois pas. Le mec, il est resté enterré vivant pendant 3 jours. Vous n'allez pas me faire croire qu'il meurt d'un arrêt cardiaque sur scène et que c'est pas un tour. À tel point qu'il y a son assistant qui s'appelle Washington Reeves qui s'est dit, mais tiens, si je me faisais du blé là-dessus. Vous savez ce qu'il a fait? Toutes les personnes qui voulaient voir le corps de Black Herman à la chambre funéraire devaient payer pour venir le voir. Ce mec les faisait payer. Alors c'était complètement irrespectueux de sa part, hein. C'est une fin tragique parce qu'en fait Black Herman c'est un symbole afro-américain de la magie. Et puis après il a été enterré dans le cimetière de Woodlawn à New York, dans le Bronx. Puis voilà, c'est comme ça que l'histoire s'arrête. Histoire numéro 3. Il y a une catégorie de magie qui s'apparente plus à de la performance qu'à de la magie. Vous voyez typiquement ce que Black Herman a fait en s'enterrant 3 jours, ou David Blaine aujourd'hui qui fait beaucoup de choses comme ça, comme s'accrocher à des ballons et aller jusqu'à 7600 mètres je crois, ou retenir sa respiration pendant 17 minutes. C'est de la performance pure et dure, on repousse les limites du corps humain. Et ben Charles Rowan, c'était exactement ça. Il vivait donc en Afrique du Sud et il avait décidé de rajouter des challenges qui mettaient vraiment sa vie en jeu pour qu'il y ait un sentiment dramatique beaucoup plus puissant chez le spectateur et qu'on se dise qu'il y avait un vrai danger de mort, et c'était le cas, il y avait un vrai danger de mort. En 1984, il a donc voulu faire un tour où on le mettait dans une camisole de force, on l'allongeait sur la route et une voiture fonçait sur lui. Dans l'idée, il devait réussir à sortir de la camisole de force, donc à se dégager de ces trucs qui sont dans les hôpitaux psychiatriques et à se dégager de la trajectoire de la voiture. Ça, c'était l'idée. Déjà, la première des choses à dire, c'est qu'une performance pareille a évidemment rameuté beaucoup de monde. Donc la route était en ligne droite, c'était bondé à n'en plus pouvoir. Charles Rowan se met en place, camisole, par terre, tac, voiture en place, et on est parti. La voiture démarre, roule. Et Charles Rowan n'arrive pas à se dégager. Donc la voiture lui roule dessus. Mais il n'est pas mort de ça. Déjà, la première question qu'on est en droit de se poser, c'est d'accord, mais pourquoi le conducteur, au dernier moment, il a pas braqué de l'autre côté? Je vous l'ai dit, la route était bondée, en fait. Il y avait trop de gens. Ça veut dire que le mec, il n'était pas en mesure de tourner, parce que sinon, il tapait dans les gens. C'était vraiment du tout droit qu'il devait faire. Et en fait, on s'est rendu compte que Charles Rowan n'était pas mort écrasé. Au moment où on a fait les examens sur son corps, on a pu voir qu'il était mort d'un arrêt cardiaque. Et quand il a vu qu'il allait pas s'en sortir, probablement que son corps a décidé de... Et il est mort comme ça. Mais c'est pas parce qu'il s'est fait écraser, c'est une erreur ça. Alors évidemment, Charles Rowan c'est quelqu'un d'intelligent. Avant de faire l'expérience, il a signé un papier qui déchargeait toute responsabilité le conducteur du véhicule. Washington Irving Bishop. Ça, c'est mon histoire préférée des 4. Là. Je vais vous les garder pour la fin. Le watch time, tu connais. C'est le genre de magicien, en fait, qu'on croit doté d'un super pouvoir. Il se qualifiait de mentaliste, de spirituel, mais en fait, si on devait lui donner un nom aujourd'hui, on lui mettrait à peu près le même genre d'identité que Derren Brown, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire un magicien psychologique. Il était en mesure de lire dans ta tête, mais parce qu'en fait, il connaissait tellement bien le langage corporel, tellement bien le cold reading et plein d'autres outils, qu'on avait vraiment l'impression qu'il avait des pouvoirs, mais lui, personnellement, clamait qu'il était doté de rien du tout, hein, évidemment. En fait, il faisait un petit peu comme Derren Brown, vraiment. Et il a été le créateur du tour du conducteur à l'aveugle, qui après a été repris par plein de gens, et qui, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est rouler les yeux bandés, quoi. Et il était aussi connu pour souffrir de catalepsie. La catalepsie, c'est quoi? Si on fait très gros, la catalepsie, c'est une maladie où tout votre corps se tend, d'accord? Votre rythme cardiaque baisse jusqu'à devenir imperceptible. Votre respiration diminue jusqu'à devenir imperceptible. Vous devenez pâle comme un cadavre. Et surtout, en fait, vous ne répondez plus à aucun stimuli extérieur. Ce qui fait que, quand vous êtes en crise de catalepsie, on vous pense mort. On vous croit mort. C'est comme si vous étiez un cadavre. Vous respirez plus, votre cœur bat plus, vous avez le teint pâle, vous bougez plus, vous répondez plus à aucun stimuli. À tel point qu'il savait qu'il avait ça et que ça pouvait arriver à n'importe quel moment, y compris sur scène. Donc il avait toujours une carte sur lui dans laquelle il y avait marqué que bah voilà, il souffrait de catalepsie, machin, et qu'il fallait pas l'opérer ou faire d'autopsie sur lui, au moins dans un délai de 48 heures après la crise, parce que peut-être qu'il n'était pas mort. Après 48 heures, on pouvait l'opérer. Le 12 mai 1889, Washington Irving Bishop est sur scène. Et il s'effondre une première fois. Alors, il se relève, et là, Irving Bishop tombe une deuxième fois. Les médecins n'attendent pas 48 heures, mais ils le déterminent mort. Ils l'emmènent. Ils font une autopsie sur lui qui était donc contre les volontés de Irving Bishop. Ils lui retirent le cerveau et ils déterminent qu'il est mort d'une hystérocatalepsie. La femme et la mère d'Irving Bishop défendent évidemment le fait qu'il n'était pas mort,
mais qu'il était simplement en transe et que c'est les instruments chirurgicaux et l'autopsie qui l'ont tué. Il y a des accusations qui ont été portées sur les médecins, il n'y a jamais eu de suite et surtout ils disent qu'ils n'ont jamais retrouvé de carte sur Irving Bishop. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est peut-être mort sur scène, peut-être pas. On ne savait pas. Il y a des médecins qui sont venus, qui l'ont pris, ils l'ont foutu à l'hôpital, ils lui ont enlevé le cerveau, ils ont dit de quoi il était mort. Et tout ça, le mec n'était pas d'accord à la base. Comme il a probablement souffert, la mère a décidé sur sa pierre tombale de faire écrire le martyr. Celle-là, c'était la dernière histoire. J'espère que toute cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Mais suivez-moi aussi sur Instagram. C'est un vrai plaisir. J'adore me poser juste devant la caméra et parler comme ça et vous raconter ces histoires que j'ai pu étudier un petit peu. J'espère vous voir la semaine prochaine sur cette même chaîne. Mais bon, je pense que tout ça, ça doit aussi rester secret. On se dit à très vite. C'est ciao!